Merci de faire confiance à Dash News. Vous êtes bien connectés sur votre programme hebdomadaire d'actualité. C'est bien le Grand 7. Nous sommes là pour une cinquantaine de minutes. Nous allons vous édifier sur l'actualité qui s'est déroulée durant cette semaine qui s'achève. Et comme d'habitude, on a un invité ici sur le plateau qui nous édifiera, avec qui on échangera davantage sur l'actualité de cette semaine. Je vous invite à rester connectés, chers téléspectateurs. C'est Grand 7 qui démarre à l'instant. Bienvenue à tous et à toutes. Et à Dash News nous honore, je vous l'annonçais il y a quelques minutes, c'est votre programme hebdomadaire Le Grand 7. Nous allons évoquer cet après-midi plusieurs thèmes, plusieurs thématiques qui seront donc déroulées avec notre invité. Je ne vous en dis pas plus, je vous invite à regarder le sommaire de cette émission dans l'élément qui va suivre. À suivre dans cette édition du Grand 7, le voyage sur le continent africain. C'est dans la rubrique Round-up de l'actualité. Sur la plume d'Audrey Melingui, nous revisitons l'actualité de cette semaine dans les pays. Sur la table des échanges au Cameroun, la mise en place d'une loi constitutionnelle pour la lutte contre la corruption fait débat. La CONAC et l'APNAC se mettent ensemble pour lutter contre ce fléau qui paralyse plusieurs secteurs d'activité au Cameroun. Une alliance questionnée déjà par plus d'un. En République démocratique du Congo, nouveau rebondissement dans le conflit entre le Rwanda et la RDC. Paul Kagame annonce l'interdiction d'accès aux réfugiés congolais. Une décision qui n'arrange pas la crise entre les deux pays. Au Bénin, un vent de contestation souffle après les résultats provisoires de la Commission électorale des élections législatives. Le parti Les Démocrates s'active déjà pour introduire des recours auprès de la Cour constitutionnelle afin qu'il soit rétabli dans ses droits. Nous marquerons donc 3 arrêts majeurs. Le premier arrêt sera marqué au Cameroun où la CONAC et l'APNAC se mettent ensemble pour former une alliance pour lutter surtout contre la corruption. On essaiera d'examiner cette alliance-là entre ces deux institutions. Nous irons aussi du côté de la République démocratique du Congo où le conflit à l'est du pays ne se calme pas avec cette décision du président rwandais Paul Kagame d'interdire l'accès aux réfugiés congolais au Rwanda. C'est une décision qui a encore fait parler Kinshasa cette semaine. Le dernier arrêt sera marqué du côté du Bénin où se sont tenues cette semaine aussi les élections législatives avec la proclamation des résultats. Mais déjà ces résultats-là, il faut le noter, sont déjà contestés par une partie de l'opposition. Nous ferons donc un arrêt avec notre confrère du côté du Bénin qui essaiera de nous planter le décor, l'ambiance qui règne de ce côté-là. Je ne suis pas seule, je vous le disais, je suis en compagnie d'un invité cet après-midi. Je ne vais pas vous dévoiler son identité tout de suite, je vous invite à regarder ce portrait. Konaté est né le 10 octobre 1980. Depuis quelques années, Daniel Abdoulaziz Konaté s'est engagé pour défendre une cause, celle des femmes veuves, dont les époux sont tombés sur le champ de guerre. En tant que président national interrégion littorale et sud-ouest de la jeunesse présidentielle, sa dernière action remonte à décembre 2022. Dans la ville de Douala, il se donne pour ces dames au cœur meurtri et il y a plusieurs années que cela dure. Daniel Abdoulaziz Konaté ne milite pas seulement pour la cause des femmes veuves, mais pour les conditions de vie dans le pays. Il est également reconnu pour ses positions dans le secteur foncier. Depuis les casses organisées sur ses terres à Niobel, dans la ville de Douala, Abdoulaziz défend les problèmes liés au foncier. En juillet 2022, il adresse une lettre ouverte au président français Emmanuel Macron. Celui qui est également vice-président du syndicat des commerçants du marché central de Douala revient à cette occasion sur l'histoire de la relation entre le Cameroun et la France. Quel bénéfice pour le Cameroun? Daniel Abdoulaziz Konaté est né le 10 octobre 1982, juste quelques jours avant l'accession du président Paul Biya à la magistrature suprême. Le jeune garçon a vieilli de quelques années peut-être, mais ses ambitions sont restées intactes.
C'est un visage que vous avez certainement vu, c'est un habitué des petits écrans. Il est avec nous cet après-midi, Daniel Abdoulaziz Konaté, qui nous fait le plaisir d'être là. Il est le président national littoral sud-ouest de la jeunesse présidentielle. C'est un plaisir de vous recevoir. Il est par ailleurs acteur de la société civile. Bienvenue à vous, Monsieur Konaté. Bonjour Marie-Vonne, c'est un plaisir une fois de plus renouvelé d'être avec vous dans cette belle émission. Je voudrais simplement porter la précision que c'est un vice-président national, c'est-à-dire les coordonnateurs nationaux, et nous sommes 4. D'accord. Je suis donc en charge des régions du littoral et du sud-ouest pour le compte de la jeunesse présidentielle, en plus des autres casquettes parmi lesquelles celles qui ont été savamment bien reportées tout à l'heure dans le portrait que je viens de voir. D'accord, en quelques mots, hein, parce que les téléspectateurs ne comprendront pas forcément ce que c'est que la jeunesse présidentielle. Quelles sont les missions de cette association? C'est une association apolitique qui a eu le privilège en 1996, date de sa création, de recevoir le parrainage du chef de l'État, parce que justement, ça s'est voulu être la jeunesse du président Biya. Pour résumer simplement, c'est le bras armé du volet social du chef de l'État. Parce qu'il y a le bras armé politique du chef de l'État, il y a le bras armé social. Le côté social, donc, la jeunesse présidentielle, dans ses prémices, était donc cette association-là qui devait fédérer les jeunes autour des idéaux du renouveau. Donc, c'est simplement cette chronologie-là qui s'est déroulée au travers des 26 années que compte ce magnifique mouvement, ce prestigieux mouvement. D'accord, merci à vous, Abdoulaziz Konaté, de nous faire le plaisir d'être là cet après-midi. Vous êtes un habitué de cette émission. On a déjà eu l'occasion de vous recevoir sur ce plateau. Et puisque vous êtes un habitué, vous savez très bien qu'en tout début de cette émission, nous allons faire un tour sur le continent africain pour voir ce qui aura marqué l'actualité durant cette semaine qui s'achève. Et c'est bien sûr notre guide habituel, Audrey Melingui, qui nous fait voyager à l'intérieur du continent. Qu'est-ce qui s'est passé? Audrey Melingui, bonjour. Bonjour Marie-Vonne et bienvenue à ce round-up de la semaine. Le président sénégalais Macky Sall a décrété 3 jours de deuil national en hommage aux victimes de l'accident de circulation qui a fait 39 morts dans la nuit du 7 au 8 janvier dernier. Dans la foulée, plusieurs mesures immédiates sont également annoncées pour améliorer la sécurité routière. La secrétaire d'État auprès de la ministre française des Affaires étrangères en charge du développement, Chrysoula, a rencontré ce 10 janvier à Ouagadougou le président de la transition Ibrahim Traoré. Il était question pour l'émissaire de l'Élysée de décrisper la tension entre les deux États. Car, selon elle, la France n'impose rien au Burkina Faso qui est un État souverain. Assimi Goïta, président de la transition malienne, invité pour une visite officielle en Côte d'Ivoire par son homologue Alassane Ouattara. Selon certains médias internationaux, c'est par téléphone que le président ivoirien a joint le président de la transition au Mali. Nous ne pouvons pas continuer d'accueillir des réfugiés en provenance de la République démocratique du Congo. La phrase est signée Paul Kagame, président rwandais. Face au Sénat le lundi 9 janvier dernier, le chef de l'État a évoqué le conflit qui oppose dans l'est de la RDC les forces gouvernementales aux rebelles du M23 en rappelant qu'il ne revenait pas à Kigali de porter le fardeau des réfugiés. L'actualité au Cameroun a tout aussi été riche cette semaine. On parle éducation. Si vous êtes parent d'un élève du cours moyen 2, sachez-le, dès cette année, les frais d'inscription au CEP et concours d'entrée en 6e passent du simple au double. Pour être exact, les frais d'inscription s'élèvent désormais à 6 000 francs CFA au lieu de 3 500 francs CFA. Une augmentation due à la loi de finances de 2023 qui fixe le nouveau prix du timbre fiscal à 1 500 francs CFA. Des changements loin d'enchanter les parents d'élèves. 5 collaborateurs de l'organisation non gouvernementale Médecins sans frontières ont été acquittés par un tribunal militaire au Cameroun après plusieurs mois d'incarcération. La nouvelle a été rendue publique ce 11 janvier sur le site d'information en ligne par le coordinateur de l'Institution pour l'Afrique centrale, Sylvain Groul.
Douala connaît une pénurie de carburant. Faux, retorquent les consommateurs rencontrés par Dash Media. Même si à faire le tour, seules quelques rares stations-service sont en arrêt d'activité, faute de carburant. Ce qui serait une rumeur à Douala est confirmé par contre du côté du Yaoundé. Pour certains consommateurs camerounais, cette rumeur de pénurie de carburant à Douala n'est pas fortuite. Elle prépare une hausse des prix à la pompe. L'entreprise McGill Construction favorable à une procédure de conciliation. Elle veut mener à terme le contrat qui la lie avec le gouvernement camerounais relativement au chantier de construction du stade Olembe. Mardi dernier, par voie de communiqué, le directeur exécutif a affirmé avoir trouvé un accord avec les autorités camerounaises. Merci à vous, Audrey Melingui, pour ce round-up de l'actualité de la semaine qui s'achève. Une semaine qui a été riche en actualité et nous allons nous intéresser à 3 points de ces différentes actualités cet après-midi. Alors, Monsieur Konaté, vous êtes toujours avec nous. Il y a une nouvelle formule, vous êtes un habitué sans doute, mais il y a une nouvelle formule pour cette émission. Vous avez disposé devant vous des papillons qui représentent certainement les points que nous aborderons tout au cours de cette émission. Donc à chaque fois, vous prendrez, à mon signal bien sûr, vous prendrez un papillon devant vous et ensemble, nous commenterons le mot ou alors le groupe de mots ou alors l'expression qui sera inscrite sur ces différents papillons. Ça va? Jusqu'ici, on est bon? Ça va, ça me convient. Très bien, nous marquons le premier arrêt du côté du Cameroun. Je l'annonçais il y a quelques minutes. La CONA, qui est l'organe chargé de la lutte contre la corruption dans le pays, se met donc avec l'APNAC, qui est le réseau parlementaire au Cameroun, pour lutter effectivement contre cette corruption. Et les groupes, ou alors l'alliance de groupes qui prévoit donc de mettre sur pied une loi parlementaire pour lutter de façon encore plus efficace pour combattre la corruption au Cameroun. Je vais vous inviter, Abdoulaziz, à prendre le premier papillon et à nous lire ce qui est inscrit sur le premier papillon. Je vous en prie. Bien sûr. Alors, je choisis celui-ci. Je vois là 43 947 milliards de francs CFA. 43,947 milliards de francs CFA. C'est bien cela et c'est le montant inscrit dans le dernier rapport de la Commission nationale anticorruption qui n'est rien d'autre que la CONA comptant pour l'année 2021 présenté le 23 septembre 2022. Le préjudice financier pour l'État camerounais s'élève donc à 43, ce chiffre que vous venez de lire, 43,947 milliards de francs CFA, soit une hausse de 26,336 milliards de francs CFA en valeur absolue par rapport à l'année 2020 où le même préjudice s'est établi autour de 17,611 milliards de francs CFA. Pour parler de façon très simple, les chiffres ont donc augmenté en termes de corruption au Cameroun. On est passé pratiquement au double qu'à la dernière édition, qu'au dernier rapport de la CONAC, c'est-à-dire le rapport de 2020. On se pose la question, Abdoulaziz Konaté, on constate surtout qu'on n'avance pas beaucoup en termes de lutte contre la corruption au Cameroun. Qu'est-ce qui pourrait faire blocage? Bon, il faudrait dire qu'on n'avance pas, je dirais non, puisque au vu des textes, qui sont d'excellents textes, il faut dire que le législateur pense, chaque fois qu'il y a une jurisprudence, pense à la compléter pour qu'effectivement, n'est-ce pas, il y ait le moins de failles possible. Simplement, c'est qu'au fil des années, les Camerounais se sont passés pour être maîtres dans l'art, je ne sais pas si vous l'avez constaté, pour pouvoir déjouer de façon systématique toutes les mesures qui sont mises en place, généralement pour pouvoir réduire le gap de cette gabegie financière-là. Et donc, on en est donc à des situations comme celle-là, où vous venez si bien de le rappeler. Nous avons, entre l'année 2020, où déjà on annonçait justement 17 milliards de francs CFA de pertes pour l'État, on a une année plus tard 26 milliards en plus, qui monte à 44 milliards. C'est vous dire le sport favori auquel aujourd'hui se prêtent davantage les Camerounais qui sont appelés aux hautes responsabilités. Et c'est davantage encore inquiétant quand on peut se poser des questions justement de savoir
quelles sont les véritables mesures de contrainte qu'on peut appliquer à cela, parce qu'aujourd'hui, de façon claire, la problématique ne résulte pas sur l'aspect textuel des mesures contraignantes, mais c'est sur le plan de l'application. Et aujourd'hui, nous pouvons malheureusement, au travers de ce rapport-là, constater que la prison ne fait plus peur aux Camerounais d'un certain niveau. On est même tenté de penser que la prison ferait beaucoup plus peur à celui qui a commis un vol de moto ou de télévision que celui qui vole en milliards, parce que l'indice numéraire par excellence aujourd'hui est le milliard. Il faudrait, dès qu'on vous donne une responsabilité et qu'on vous met un budget à disposition, il faudrait grappigner au maximum, parce que cela vous permettrait de pouvoir aller vous la couler douce dans une privation de votre liberté, entre guillemets, parce qu'en réalité, en dehors du fait qu'ils soient privés de leur liberté, ces personnes-là, nous avons eu souvent pour habitude nuitamment de les retrouver dans certains milieux. Donc il faut dire que... Ces personnes qui sont incarcérées, qui sont censées, voilà. Dites incarcérées, mais vous les retrouvez dans des boîtes de nuit, des fois vous les retrouvez dans des hôtels. Comprenez que il faut peut-être que l'État pense à des mesures beaucoup plus contraignantes. Donc, au jour d'aujourd'hui, concrètement, le problème n'est pas au niveau des textes, mais le problème est au niveau de l'application de ces textes-là qui, manifestement, ne fait plus peur, ou alors la case prison n'est plus un problème pour une catégorie de Camerounais qui ont la lourde responsabilité de gérer la chose publique. Mais la corruption, c'est quand même un fléau dont on parle depuis au Cameroun. Et vous avez parlé de sanctions, de la qualité surtout des sanctions. Mais quand on constate qu'une mesure ne marche pas, quand on constate qu'une punition, c'est comme avec un petit enfant. Quand vous punissez un enfant 1, 2, 3 fois de la même façon, la troisième fois, il s'attend à ce que vous fassiez la même chose. Donc, il s'habitue à la punition. Alors, c'est la même chose, on est dans pratiquement le même contexte, c'est-à-dire ces détourneurs, ces corrupteurs qui sont donc habitués désormais aux sanctions. Mais jusqu'ici, l'État ne réagit toujours pas. C'est pour cela que j'ai dit tantôt que le problème aujourd'hui est au niveau de la réaction que pourrait apposer l'État face à cette gabégie, face à ce malaise de plus en plus grandissant et ô combien inquiétant. Quand on sait que avec les nouvelles réalités qui s'imposent aux Camerounais, les Camerounais vont davantage encore avoir la vie beaucoup plus dure. Il serait aussi peut-être souhaitable que, enfin, nous décrions cela depuis un bon nombre d'années, mais malheureusement, on n'est pas encore suffisamment écouté. Il y a des lois, je vous prendrai l'exemple d'un pays comme le Ghana, qui est un pays que j'aime toujours citer en exemple, même si au jour d'aujourd'hui, malheureusement, ils sont repartis encore au FMI, mais il y a eu un monsieur qui est quand même passé dans ce pays qu'on a appelé J. Rawlings, qui, quand il prenait la tête de l'État de son pays, c'était sensiblement dans les mêmes ossatures que ce que nous vivons actuellement ici au Cameroun. Il a dû prendre un certain nombre de mesures ô combien difficiles, mais importantes, et on a vu l'effet que cela a pu induire après sur la société ghanéenne. Aujourd'hui au Cameroun, est-ce qu'il faudrait arriver à des mesures choc? Parce que on a finalement l'impression que les Camerounais sont endormis. Aujourd'hui, toutes ces mesures, toutes ces annonces ne font pas grand-chose dans l'esprit des Camerounais. Mais il faut quand même rappeler que la peine de mort fait partie intégrante de notre Constitution. Et c'est juste une loi qui est endormie pour le moment, que le gouvernement peut bien décider de réactiver. Parce que peut-être qu'il faudrait qu'on arrive aussi justement à ces niveaux-là pour réveiller un peu les uns et les autres, et qu'il faudrait que certaines servent d'exemple. Parce que en Asie centrale, en Asie de l'Est, je vous prendrai l'exemple, quand vous êtes passible de détournement des fonds publics, là-bas c'est la peine de mort, ça ne joue pas. C'est-à-dire que là-bas c'est le crime absolu au niveau de leur constitution. Peut-être qu'il faudrait qu'on applique ou qu'on commence à poser une réflexion qui va dans ce sens-là aussi dans notre société, pour le cas du Cameroun, parce que manifestement, les Camerounais aujourd'hui sont endormis et certaines mesures, comme vous les avez rappelées vous-même tantôt si bien,
ne font plus peur, disons-le ainsi. Et il faudrait peut-être aller au-delà de ce qui est déjà connu pour quand même attirer l'attention des uns et des autres sur les risques qu'ils encourent. Ça ne se fera peut-être pas sous l'ère du président de la République actuelle. Peut-être que lui qui est réputé être un homme assez passif, un homme de paix, qui n'est pas forcément dans une logique qui va dans celle que je viens de citer, mais il faudrait peut-être s'attendre sous la prochaine République qu'on ait un président qui arrive ici et qui veuille vouloir justement rompre ces signes indiens-là pour réveiller les uns et les autres. Mais ce ne serait pas de tout refus si, au jour d'aujourd'hui, effectivement, des mesures comme celle-là sont mises en place et que certaines personnes qui sont avérées comme des prévaricateurs de la fortune publique puissent payer le coût de cette sanction-là. À titre d'exemple, on ne serait donc pas surpris que, par effet domino, vous voyez un ralentissement ou alors une interrogation au niveau de la classe politique sur les questions de la gestion de la chose publique. D'accord, je vais vous inviter à prendre le prochain papillon et à nous lire ce qui est inscrit dessus. Bien sûr. La méthode de travail de la CONAC. Très bien, on va s'intéresser principalement à la CONAC parce qu'on ne peut pas parler de corruption sans parler de la CONAC qui est donc l'organe en charge de lutte contre la corruption au Cameroun. Dans son récent rapport, celui de 2021, la CONAC dit qu'elle a donc procédé à un examen minutieux de 6705 dénonciations pour faits et pratiques de corruption contre 16 067 en 2020. Et la CONAC nous dit également que les différentes dénonciations arrivent par voie de courrier administratif via des appels reçus sur sa ligne verte, ainsi que des dénonciations à travers des courriers électroniques et des messages via l'application WhatsApp. Et la Commission nationale anticorruption qui indique par ailleurs qu'elle a donc reçu dans le cadre de l'élaboration de son rapport comptant pour l'année 2021 des contributions provenant de 28 entreprises publiques, soit 9 de plus qu'en 2020 où elle n'était que 17. Elle a également bénéficié de l'apport de différents départements ministériels. Donc il y a des personnes qui viennent dénoncer des actes de corruption. Ça, c'est quelque chose qui est bien parce qu'on a toujours sensibilisé les Camerounais là-dessus. Il y a des Camerounais qui viennent effectivement dénoncer ces actes-là. Donc, on peut savoir, on peut identifier exactement quel ministère ou alors quel parti est plus en proie à la corruption. Mais même jusque-là, rien n'est fait. Est-ce que ce serait un manque de volonté politique ? Si vous lisez bien ce rapport, vous allez voir même qu'ils sont allés plus loin. Ils ont identifié les sectoriels. Les différents ministères qu'on n'a pas voulu citer ici. Les sectoriels pour lesquels, qui sont directement impliqués dans ces faits de corruption, ou par lesquels il y a sensiblement 18 milliards de francs identifiés au niveau du TCS. Donc, c'est comme je vous le disais tantôt, la problématique n'est pas au niveau des textes, n'est pas au niveau du travail que fait la CONAC. Oh, combien élogieux, parce que quand vous voyez son rapport 2020-2021, vous voyez qu'il y a un travail de fond. Il y a des équipes qui se déplacent sur le terrain. Vous voyez les nombres de dénonciations, que ce soit par les messageries électroniques, que ce soit par les courriers. Vous comprenez qu'il y a un engouement, il y a une volonté à vouloir décrier ce fait-là. Maintenant, la problématique reste et demeure. Que fait-on de ces rapports une fois qu'ils sont remontés au sommet de l'État? Parce que n'oublions pas que tous ces rapports, que ce soit pour la CONAC, que ce soit la DGRE, que ce soit la DGSN, et j'en passe, c'est le secrétariat général de la présidence de la République qui en est le dépositaire. Maintenant, une fois que ces rapports sont arrivés à leur niveau, qu'est-ce qu'il en est fait? Est-ce que des mesures directes sont prises par justement le sommet stratégique de l'État pour pouvoir anéantir ces velléités-là ou pas? Maintenant, c'est là où il faut se poser la question. Mais sur le principe du travail qui est savamment bien organisé par cette CONAC-là, il n'y a rien à redire. Parce qu'une fois qu'ils sont saisis, on a vu plusieurs fois, ils ont même, je pense en collaboration avec la CRTV, il y a une plage qui est dédiée aux actions de la CONAC. Donc nous voyons là que sur le terrain, la CONAC occupe le triangle national pour pouvoir effectivement remplir sa mission.
Maintenant, des rapports qui sont faits, et c'est là la véritable problématique, c'est au niveau de l'exécutif. Qu'est-ce qu'il en est fait des rapports qui sont remis à qui de droit et comment est-ce que cela est orienté pour qu'effectivement un certain nombre de mesures soient prises? On est donc tenté de penser que le discours du chef de l'État adressé à la nation au 31 décembre 2022, où justement il a annoncé un certain nombre de mesures allant dans le sens justement de ces rapports-là, avant de continuer, voire s'intensifier, iront effectivement à pouvoir amenuiser les effets de cette corruption. En tout cas, on attend les rapports de la CONAC 2022 pour voir si effectivement il y a eu une chute drastique. On est quitté de 43 milliards à moins quelques milliards que l'État du Cameroun aurait perdu. Très bien. Prenez le prochain papillon, Abdoulaziz. Bien sûr. Alors, des délinquants à col blanc. Très bien. Et vous en parliez il y a quelques instants. On parle donc des délinquants à col blanc. C'est surtout le président de la République, le chef de l'État, Paul Biya, qui l'a déclaré dans son adresse à la nation du 31 décembre 2022. Le président de la République qui a donc interpellé tous ceux qui détournent les fonds publics. Ils rendront gorge. C'est une déclaration du président de la République, Paul Biya, concernant donc tous ceux qui détournent, qui continuent de détourner les fonds public, mais on a quand même l'impression que c'est une phrase de déjà entendue, parce que si vous parcourez le discours du 31 décembre 2021, vous retrouverez, même si ce n'est pas avec les mêmes termes, c'est sans doute la même idée qui y sera. Marie-Yvonne, il faut réappliquer la peine de mort. Ne tournons pas autour du sujet du pot. Il faut appliquer, réintroduire... Peut-être d'autres vous diront que c'est aussi un peu très extrême. Non, ce n'est pas extrême. Dans un pays où vous croulez dans l'extrême pauvreté, où le pouvoir d'achat est au plus bas et que tout est en train de monter et que le panier de la ménagère aujourd'hui est drastiquement revu à la baisse et qu'aujourd'hui, le citoyen lambda aura davantage de difficultés à aller se faire soigner, qu'aujourd'hui, il faudra, pour ne serait-ce qu'introduire une demande, même quand vous avez un besoin sur le plan administratif, payer un timbre à 1 500 francs, non, ce n'est pas exagéré. Quand vous avez justement des frasques comme celui le plus récent parlant du stade Olembe, où on est dans un jeu de saute-mouton. Non, ce n'est pas du tout extrême. Nous sommes là arrivés dans une situation où le pays est surendetté, le pays n'a pas d'argent, il faut déjà trouver de l'argent, donc il faut encore pouvoir aller s'endetter. Et s'il faille aller s'endetter, et qu'au moins cet endettement-là puisse pouvoir venir colmater un certain nombre de brèches, on peut au moins, sur un plan d'amortissement, se dire qu'à X période, nous pourrions essayer de commencer à sortir la tête de l'eau. Mais quand cet argent que nous allons emprunter, il ne faut pas l'oublier, qui vont être remboursés par les générations présentes et futures, parce que c'est un endettement auquel l'État s'inscrit, qui va, de façon inéluctable, être remboursé par le contribuable camerounais. Donc, ce n'est pas des mesures extrêmes quand vous dites que si vous, effectivement, êtes passible d'avoir joué ou alors distrait la fortune publique, vous devez vous passer au champ de tir ou alors par injection létale. Ce n'est pas extrême. Il faut qu'on en arrive là, Marie-Yvonne, pour pouvoir permettre à ce que les Camerounais se réveillent. Parce que, croyez-moi, les Camerounais sont dans un sommeil profond. Et si ce n'est que des mesures privatives de liberté telles que c'est le cas actuellement, cela n'aura pas de plus grands effets que ce que nous avons déjà eu à observer. Et d'ailleurs, on ne serait pas surpris que davantage d'encore de prévarication et de mécanismes ingénieux pour justement soustraire ces fonds publics-là voient le jour. Vous parlez de remise sur le marché judiciaire, le marché des sanctions judiciaires de la peine de mort. Le gouvernement camerounais, lui, n'y est pas encore arrivé. Et je vais vous inviter à prendre le prochain papillon. Oui. La loi sur l'enrichissement illicite. C'est donc l'une des propositions, ou alors la nouvelle proposition faite par la CONAC en alliance avec la PNAC. Les deux parties se sont retrouvées cette semaine pour aussi essayer à leur niveau de trouver une solution pour lutter de façon plus efficace contre la corruption au Cameroun. Je veux vous inviter à regarder ce reportage que nous propose Armelga sur la rencontre entre les deux parties qui s'est déroulée cette semaine. Avec 44 milliards de francs CFA de pertes enregistrées en 2021,
Le Cameroun figurait à la 35e place sur 54 dans le classement des pays africains les plus corrompus, selon l'indice de perception de corruption de Transparency International. Le rapport du 10 novembre 2022 dressé par la CONAC montrait une hausse de 26,3 milliards de francs CFA de pertes de plus qu'en 2021. Un carton rouge qui a poussé l'organe à mettre en place plusieurs stratégies visant à lutter contre ce phénomène, notamment les dénonciations sur le terrain, la mise en place d'un numéro vert, le 1517, et tout dernièrement un numéro WhatsApp pour recevoir diverses plaintes. Et pour l'année 2023, la Commission nationale de lutte anticorruption passe à la vitesse supérieure via ce nouveau partenariat avec le réseau des parlementaires pour la lutte contre la corruption afin d'endiguer ce phénomène. Mission principale, combattre la corruption sous toutes ses formes. Ces problèmes vont également être étudiés dans le sens de construire véritablement une convergence nationale autour d'une loi anticorruption au Cameroun. Nous sommes en phase dans l'appréciation et la perception que nous avons du phénomène de la corruption et nous allons nous mettre au travail pour que très rapidement, avant la séance de débat d'orientation budgétaire, qu'un certain nombre de problèmes puissent trouver des solutions concrètes et les autres problèmes étant ceux que nous allons soumettre à la hiérarchie du Parlement de manière à ce que très rapidement les moyens dont dispose ce Parlement puissent être mis en œuvre pour soutenir véritablement la CONAC et bien au-delà de la CONAC, tous les autres acteurs de l'écosystème de lutte contre la corruption au Cameroun. Il faudrait savoir qu'en 2022, le révérend Dieudonné Massigams, président de la CONAC, révélait dans un entretien que depuis sa création, la CONAC avait permis de réaliser près de 2000 milliards de francs CFA d'économies faites par l'État grâce aux différentes investigations. Je le disais à l'instant, M. Konaté, c'est une solution aussi que nous propose la CONAC et l'APNAC qui veulent se mettre ensemble. On comprend bien l'urgence de lutter efficacement contre la corruption, mais c'est le moyen par lequel on passe qui peut créer problème. Que peut-on attendre de cette alliance? Très peu de choses véritablement parce que l'APNAC n'a qu'un rôle conseil. L'APNAC ne peut pas pouvoir agir. Ils peuvent observer un certain nombre de faits sur la scène camerounaise et ils peuvent donc apporter, n'est-ce pas, une série de suggestions qui peuvent aller justement dans le sens, selon les informations qu'ils peuvent avoir, de circonscrire cette corruption-là. L'APNAC, une fois de plus, comme toutes ces organisations que nous décrions tout le temps, puis sa faiblesse elle-même dans son mode de financement, un organisme qui est financé par une structure étrangère, il y a quand même quelques faiblesses à l'intérieur. Et ma foi, comme je l'ai dit tantôt tout à l'heure, la problématique ne résulte pas sur la multiplication des alliances qu'on peut avoir avec des organismes X, Y ou Z. On a déjà donné suffisamment de contenu. C'est vrai qu'il y a un certain nombre d'incongruités à l'intérieur des textes de la CONAC, mais il faut peut-être renforcer les textes de la CONAC. On a le contrôle supérieur de l'État qui est là, on a la Chambre des comptes. Ce sont des organismes qui sont outillés pour justement pouvoir régler ces problématiques liées à la corruption, qui en réalité n'est pas une invention camerounaise. C'est un problème d'ordre mondial, la corruption, mais il faut pouvoir outiller davantage, régler peut-être les failles qu'il y a au sein de ces organismes-là, CONAC, contrôle supérieur de l'État, pour pouvoir effectivement, peut-être qu'il faudrait une symbiose de ces deux entités-là, il faudrait essayer de davantage les mettre ensemble pour que effectivement puissent être remontés au niveau des instances juridiques un certain nombre de faits. Peut-être c'est en cela qu'il faudrait travailler. Nous ne devrons pas aller forcément chercher des réponses à l'extérieur quand on sait que la problématique, elle est à l'intérieur et tout le monde sait ce qu'il faut faire. Simplement, la première des choses déjà, c'est que vous avez un réseau de parlementaires, une fois de plus, qui vont décrire un certain nombre de choses, mais qui parlent de résolution, de loi sur l'enrichissement illicite, passe aussi par la déclaration des biens. Est-ce qu'on va finalement pouvoir implémenter cela? Le fameux article 66. Est-ce que l'article 66, qu'on ne fait que décrier depuis
est-ce que finalement, parce que vous ne pouvez pas aller vouloir régler un problème et vous en oublier un autre pan de la solution à ce problème. La véritable solution à ce problème est d'abord l'application de l'article 66. Cet article 66 qui dit que chaque fois que vous êtes nommé à un poste de responsabilité, vous avez l'obligation de déclarer vos biens. L'obligation de déclaration des biens va venir déjà commencer à apporter un certain nombre de réponses que se font justement les Camerounais. Je vais vous inviter à prendre le prochain papillon qui marquera, qui servira de transition entre le premier et le second sujet. Alors, la valeur de la paix. La valeur de la paix, on parle de la valeur de lutte, des méthodes de lutte efficaces contre la corruption au Cameroun, la corruption qui dure depuis longtemps. C'est également un conflit qui met de plus en plus long du côté de l'Est de la République démocratique du Congo. Il faut le dire, 24 ans après son terme, le spectre de cette guerre continue de hanter les relations entre la RDC et le Rwanda. Des rapports d'organisations internationales de défense des droits de l'homme font état d'une alliance entre l'armée congolaise, c'est-à-dire les FARC, et les FDLR dans le cadre des opérations des FARC contre les rebelles du M23 que Kinshasa accuse d'être soutenus par le Rwanda. C'est donc dans ce contexte-là de conflit qu'on se retrouve depuis quelques années maintenant du côté de l'Est de la République du Congo. Et je m'en vais vous poser la question, est-ce que ce ne serait pas là ce qui manque réellement à l'Afrique, c'est-à-dire oublier le passé, regarder vers l'avenir et se concentrer sur le présent. On constate que la République démocratique du Congo et le Rwanda ont du mal quand même à s'asseoir sur une même table et échanger. Ont du mal à s'asseoir de ce que nous observons, je dirais non. Mais est-ce que, et une fois de plus, c'est la problématique globale que connaît l'Afrique, est-ce que les forces exogènes qui encadrent ces deux pays-là ont intérêt à ce que ces deux forces-là, ces deux pays frères et amis, s'assiedent et discutent et trouvent des solutions? C'est là le point d'interrogation. Parce que il y a une initiative qui avait été prise par le président Tshisekedi. Il a rencontré le président Kagame, où il y a eu une plateforme sur laquelle ils se sont convenus d'un certain nombre de faits, notamment le président Tshisekedi qui disait que lui, il a les minéraux que veut le Rwanda pour développer son pays. Le Rwanda a le carnet d'adresses. Alors qu'ils se mettent ensemble pour pouvoir développer la zone du Nord Kivu, c'est-à-dire que le président Kagame apportait son carnet d'adresses et le président Tshisekedi mettait les richesses du Nord Kivu à la disposition du Rwanda, mais pour développer la zone du Nord Kivu, notamment. Ces discussions sont allées bon train jusqu'à un certain niveau. Et puis par après, subitement, comme ça, un matin, il y a eu, on ne sait pas trop pourquoi, un retrait du président Kagame, justement, de cette avancée-là. Et de là, donc, s'en est découlé un certain nombre d'incompréhensions. On a vu qu'il y a l'Ouganda qui a été chargé par l'Union africaine de l'intermédiation entre les deux États pour essayer de ramener de la paix. À la convocation de ce dialogue-là, le président Kagame a envoyé plutôt son représentant, au lieu de lui-même arriver à ce sommet des négociations-là. On constate encore récemment, comme vous venez de le démontrer dans votre reportage, le refus du Rwanda d'accueillir dorénavant les réfugiés congolais. Donc vous voyez que la problématique semble, pour le moment en tout cas, venir du côté du Rwanda et non du côté du Congo. On a même vu une sortie récente du président Kagame qui avait créé une spéculation, appelons-le ainsi, en disant que le président Tshisekedi serait en train de vouloir reporter les élections chez lui et donc feindrait de pouvoir croire que créerait une rébellion imaginaire venant du Rwanda, ce qui est totalement faux. Quand on sait que de ce côté-là, ils sont suffisamment avancés sur les questions d'organisation de l'échéance électorale. Donc, il y a là véritablement question à se poser au niveau du Rwanda. Quel est l'intérêt du Rwanda et des partenaires du Rwanda
à maintenir ce flou dans la question de la gestion de la crise du Nord Kivu, qui manifestement, au jour d'aujourd'hui, au fil du temps, au fil des avancées, on constate qu'il y a la bonne foi manifeste du président Tshisekedi à vouloir en découdre avec, pacifiquement, en tout cas, avec cette problématique-là dont le Rwanda ne s'empresse pas trop. Pourquoi? On ne sait pas, mais il y a, je pense, une énième réunion qui est convoquée sous peu par, justement, le comité de conciliation. Attendons de voir ce que cela va produire. On sait aussi que les forces militaires de l'Afrique de l'Est sont descendues dans le théâtre, et depuis qu'ils sont justement des opérations du côté du Nord Kivu là-bas, il y a un recul de ces forces du M23 là vers les frontières rwandaises. Attendons de voir quelle sera véritablement les cartes que vont jouer M. Kagame en faveur du retour à l'accalmie dans ces zones-là. En tout cas, vous avez parlé de rebondissement et il y a eu effectivement un rebondissement cette semaine. Vous l'avez d'ailleurs déjà annoncé. Le président Paul Kagame, le président du Rwanda, qui a donc annoncé que les réfugiés congolais étaient désormais interdits d'accès du côté du Rwanda, et Kinshasa qui parle, je vais vous inviter à prendre le prochain papillon, Kinshasa qui parle d'instrumentalisation. D'instrumentalisation. Et nous allons davantage étayer ces propos de Kinshasa dans ce reportage de Amandine Boni. Alors que le Rwanda accueille des réfugiés fuyant les conflits à l'est de la RDC depuis plus de 2 décennies, Kigali est aujourd'hui accusé de retourner sa veste. En conflit avec Kinshasa sur l'origine et le financement des rebelles du M23, Paul Kagame annonçait lundi dernier ne plus vouloir de réfugiés congolais. Une sortie que la République démocratique du Congo a du mal à digérer. Pour le gouvernement de Félix-Antoine Tshisekedi, le président rwandais profite des tensions entre les deux pays pour mettre en œuvre un plan bien élaboré. En effet, bien que démenti, cette annonce survient à un moment où le Rwanda a conclu un accord de 120 millions de livres, environ 145 millions de dollars, avec le Royaume-Uni pour accepter les demandeurs d'asile transférés du pays qui sont arrivés par des voies irrégulières. Cela expliquerait, selon le porte-parole de Kinshasa, le fait que Paul Kagame veut faire de l'espace pour les futurs nouveaux pensionnaires de la République rwandaise. Yolande Makolo, porte-parole du gouvernement de Kigali, a dans un tweet affirmé que le Rwanda n'a aucune intention d'expulser ou d'interdire les réfugiés. Elle invite néanmoins la communauté internationale à prendre la responsabilité de trouver une solution durable pour ce groupe oublié des réfugiés de la RDC. Merci à Amandine Boni pour ces différents détails. Kinshasa qui parle donc d'instrumentalisation. Est-ce qu'il s'agirait réellement d'une instrumentalisation? Mais on se pose quand même la question, et elle a d'ailleurs souligné dans ce reportage, c'est-à-dire le Rwanda qui prend des réfugiés venant du Royaume-Uni, mais qui refuse des réfugiés du Congo, de la RDC. Voilà pourquoi, Marie-Vonne, je vais commencer par vous dire qu'il y a un jeu trouble venant de la part du côté rwandais qu'on essaie encore de lire, on essaye d'entrevoir. Et jusqu'ici, en tout cas, parlant de ce conflit-là, si mauvaise foi y est, manifestement, il faudrait l'adosser au côté rwandais et non, bien évidemment, celui de la RDC, qui, le président Tshisekedi, multiplie, en tout cas, les tentatives de pouvoir ramener de l'accalmie du côté du Nord Kivu. Donc, ça rentre là en droite ligne de ce que nous avions tantôt souligné, notamment cette façon de faire où on avance, on donne l'impression d'avancer, après on recule, on donne l'impression d'avancer. Président Kagame, est-ce qu'il est véritablement là? Quel est son intérêt à maintenir le Nord Kivu dans ce climat d'insécurité, d'incertitude? Quel est l'agenda des amis du Rwanda concernant le Nord Kivu? N'oublions pas quand même que c'est une zone qui est hautement, c'est quand on parle de la RDC, cette zone à elle seule constitue près de 60 à 70%, 60% des richesses que
que comporte la RDC, notamment. Richesses qui ne sont même pas exploitées. Qui ne sont pas exploitées, ou alors du moins en tout cas qui sont exploitées par des firmes qui ne sont pas connues de toutes et de tous. Parce qu'à l'intérieur, vous trouvez des Chinois, vous trouvez une multitude de firmes que le gouvernement de la RDC lui-même ne connaît pas, qui sont en train d'exploiter justement ces richesses-là et qui sont sorties du côté justement du Rwanda. Donc, à qui profite le crime? Très certainement avec la montée en puissance de la force africaine d'Afrique de l'Est, la force militaire de l'Afrique de l'Est qui est en opération là-bas, en appui avec la MINUSMA, on va très certainement avoir davantage d'informations dans les jours, semaines, mois à venir. Mais ce n'est pas pour le Rwanda qui se veut être aujourd'hui une référence en Afrique en matière de développement. Il faudrait peut-être que ce côté-là, cette face cachée-là, ne lui colle pas à la peau parce que très rapidement, cela pourrait avoir des effets inducteurs assez négatifs pour la croissance de son économie quand on sait que cela est adossé sur plusieurs critères, bien évidemment, notamment aussi ceux de la paix, l'aspect social, l'aspect, bien évidemment, on va parler économique, mais il y a aussi dans les relations des inter-échanges avec le voisinage, c'est tous ces éléments-là qui permettent de pouvoir noter l'indice de développement et de croissance d'un pays. Est-ce que cela ne constituerait pas aussi un blocage au développement finalement de l'Afrique? Parce qu'aujourd'hui, on parle d'Afrique indépendante, on parle d'une Afrique riche, mais on ne sait réellement pas exploiter ses richesses et surtout, il n'y a pas de communion. On ne jugule pas, les États africains ne jugulent pas assez les efforts pour parvenir effectivement au développement de ce continent. Alors déjà, il faut rectifier. L'Afrique n'est pas indépendante. L'indépendance de l'Afrique a muté simplement de forme. Parce qu'après les années 60, il y a eu une série de présidents qu'on a préparés pour justement assumer la continuité de cette colonisation-là sur l'Afrique. Donc, vous avez eu cette génération qui est allée jusqu'à encore récemment pour certains autres pays. Et vous avez donc une mutation qui est en train de s'observer. C'est maintenant que l'Afrique est en train de négocier son indépendance. Et c'est en train de s'observer dans certains pays, notamment en Afrique de l'Ouest. C'est en train de s'observer aussi en Afrique centrale. Il y a un mouvement d'ensemble qui est en train de s'observer sur le continent où il y a justement cette volonté de vouloir sortir de cet embrigadement dans lequel a été positionné le continent pendant près de 60 ans. Aujourd'hui, donc, il y a effectivement, c'est pour cela que, vous voyez, chaque fois que je vous parle de cela, je reviens toujours sur les facteurs exogènes. Les facteurs exogènes ont eu à eux seuls plus de 60% des impacts des situations que nous connaissons. Mais nous n'allons pas nous comporter tout le temps en victime. Il ne s'agit pas pour nous là, de crier tout le temps sur tous les toits, à pleurnicher de ce que nous sommes victimes de ci ou ça. Non, aujourd'hui, l'Afrique a besoin d'industrie. L'Afrique a besoin de transfert de compétences, des matériaux qui nous permettront de pouvoir aujourd'hui transformer nos matières premières, de pouvoir créer de la valeur ajoutée et de pouvoir aujourd'hui repenser. On voit ci et là sur le continent. Il y a un jeune qui fait l'objet d'une vidéo qui est devenue quasiment virale sur les réseaux sociaux, notamment du côté de, je pense, l'Ouganda, le Zimbabwe, le jeune qui a inventé une télé sans fil. Bon, Maxwell, le nom m'échappe un peu, qui a inventé... Donc, vous avez du côté du Togo, celui qui a inventé l'accès à la connexion Internet sans fibre optique et avec un débit plus ou moins équivalent à cette fibre optique-là. Vous avez comme ça des génies un peu partout dans le continent. Il s'agit aujourd'hui d'un réveil de conscience. Et on voit qu'effectivement, la jeune génération prend conscience effectivement d'un certain nombre de réalités. Et on n'est pas ou on ne serait pas surpris justement de ce que cela induise une immigration inversée. C'est-à-dire que de plus en plus, on constate que ce soit la diaspora qui soit en train de revenir sur le continent mère, c'est-à-dire l'Afrique, et qu'on commence à penser à un certain nombre de stratégies gagnant-gagnante pour pouvoir développer le continent. Donc aujourd'hui, plus que jamais, l'Afrique est en train de se réveiller de ce long sommeil-là dans lequel il a été plongé.
Certains pays n'ont pas renouvelé d'ailleurs ces accords coloniaux et donc de ce fait ont ouvert la porte à la diversification de leurs partenariats économiques et stratégiques, ont ouvert la porte à une multitude de possibilités, notamment le Cameroun en fait partie, et bien d'autres pays. C'est assez intéressant ce qui est en train de se passer sur le continent. Donc, effectivement, il serait très tôt de pouvoir, c'est assez, je dirais, pernicieux de se prononcer pour le moment sur la mutation que connaît le continent, mais en tout cas, ça semble être extrêmement intéressant pour les années à venir. Très bien, on va rester à l'écoute néanmoins de ces prochains développements du côté de l'Est de la République démocratique du Congo. Au pas de course, la réalisation me fait déjà de grands signes. On va aborder le dernier point cet après-midi et c'est le stop sera marqué du côté du Bénin où on parle de résultats définitifs des élections législatives qui se sont tenues en fin de semaine dernière. Et au Bénin, donc après la proclamation de ces résultats définitifs, le parti d'opposition, les démocrates, rejette les 28 sièges sur les 109 que la commission électorale lui a attribués. On a en ligne du Bénin notre confrère Franck Aonou qui revient donc sur cette actualité, qui essaye de nous raconter effectivement ce qui se passe là-bas depuis la proclamation de ces résultats définitifs. Bienvenue à vous, Franck. Bonjour à tous, bonjour aux téléspectateurs de Dash TV. Au Bénin, les élections législatives sont terminées. La Cour constitutionnelle, la haute juridiction, a délivré le peuple béninois. C'était dans la soirée du jeudi 12 janvier dernier à travers la proclamation définitive des résultats de cette élection. Alors, à l'arrivée, nous avons trois partis qui ont pu tirer leur épingle du jeu. Il y a le parti UPR, l'Union progressiste pour le renouveau, c'est un parti qui soutient les actions du chef de l'État. Nous avons le Bloc républicain, l'autre parti qui soutient les actions du chef de l'État. Et puis la force de l'opposition, le parti Les Démocrates, qui a pu tirer également son épingle du jeu. Selon les résultats de la Cour constitutionnelle, l'UPR s'en est sorti avec 53 sièges à l'Assemblée nationale, le Bloc républicain 28 sièges et le parti Les Démocrates 28 sièges. Le scrutin, vous le savez, s'était déroulé dans le calme, la sérénité, dans une certaine, dans une ambiance bon enfant, contrairement aux dernières élections qui ont été émaillées de quelques irrégularités, qui ont été émaillées de violences par endroits dans le pays. Cette fois-ci, nous avons observé un scrutin, disons, empreint de responsabilité de la part des citoyens, et c'est bien pour le pays. Le moins qu'on puisse dire, après la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, eh bien, les 7 sages accordent 10 jours pour recevoir les éventuels recours. C'est certainement au cours de ces 10 jours-là que le président du parti Les Démocrates, qui avait déjà fait une sortie médiatique, va déposer des recours pour réclamer, selon ses dires, plus de sièges pour son parti à l'Assemblée nationale. Au bout de ces 10 jours, nous aurons alors plus d'éléments d'appréciation pour voir si, oui ou non, le parti Les Démocrates a raison de penser ou de réclamer plus de sièges à l'Assemblée nationale. C'est le contentieux électoral qui s'ouvre ainsi. Ça va durer le temps donc, de ces 10 jours pour recevoir les recours et peut-être au-delà pour permettre aux 7 sages de la Cour d'analyser, d'examiner, de passer au crible les griefs que les partis ont contre les résultats qui ont été proclamés. D'autres recours sont annoncés également dans le rang de certains candidats des partis de la mouvance. On ne sait pas, on verra bien. Le point sera fait à la presse au niveau de la Cour constitutionnelle
et on reviendra pour d'autres analyses plus approfondies. Voilà, merci à tous et à très bientôt. Merci à vous, Franck Aonou. Je rappelle que Franck Aonou est donc journaliste du côté du Bénin. Franck qui nous donnait donc l'évolution de l'actualité du côté du Bénin relativement à la publication par la commission électorale des résultats définitifs des élections législatives dans le pays. Et on va clôturer. Je vais vous donner l'opportunité de vous exprimer là-dessus pendant quelques minutes, Konaté, en prenant le dernier papillon qui reste. Alors, processus électoraux en Afrique. On parle donc de processus électoral en Afrique et on se pose la question parce que tout le temps qu'il y a des élections qui sont organisées, c'est un constat qui a été fait juste après ou alors le même jour il y a des vents de contestation. C'est une réalité en Afrique, qu'est-ce qui peut l'expliquer? Ce n'est pas qu'une réalité en Afrique, c'est une réalité mondiale. Vous avez vu au Brésil, le président Lula, à peine il a prêté serment, vous avez vu le parti du président sortant prendre chose incroyable, jamais vu. En tout cas, en Afrique, nous n'avons jamais vu pareille situation. Le Parlement, la présidence de la République, toutes les institutions du pouvoir ont été prises en otage par des brigands. Donc, la problématique liée justement aux contestations post-électorales fait partie effectivement du jeu démocratique, fait partie de l'animation politique qui existe dans tous les pays, justement, qui se veulent être sérieux et qui, effectivement, compétissent à part égale. Maintenant, il ne faudrait pas qu'il y ait d'excès en cela. Il faudrait que cela suive, bien évidemment, les normes requises par la Constitution et les institutions de ces pays-là. Et on observe que du côté du Bénin, c'est effectivement ce qui est en train d'être fait. Il y a là contestation, ce qui est normal après des résultats et qui sont portés au niveau de la Cour constitutionnelle qui, elle, va examiner très certainement et rendre copie. Il faut dire que le président Talon, il faut quand même le rappeler, a su faire quelque chose d'assez exceptionnel. On n'en parle pas très souvent, mais c'est quelque chose qu'il faut relever. Il a su venir réorganiser la société politique, économique béninoise. Il a su quadriller un certain nombre de problématiques qu'il avait pris le soin lui-même d'identifier parce que, il faut le rappeler, avant qu'il soit à la tête de son pays, était un des acteurs majeurs lui-même de ces désordres-là. Donc, sachant, connaissant les tenants et les aboutissants, une fois qu'il est arrivé à la tête de son pays, il a su comment quadriller cela pour que ça lui donne la latitude de pouvoir organiser le fonctionnement de son pays tel qu'on est en train de le voir aujourd'hui, qui est parti pour être une des références sous peu en Afrique de l'Ouest et même sur le continent africain. Donc, les contestations électorales font partie du jeu politique tant que toutes les parties respectent, bien évidemment, les arcanes prévus par la constitution de leur nation. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps pour en parler davantage. On reviendra sûrement sur cette actualité du côté du Bénin dans nos prochaines éditions de ce programme. Je vous dis merci, Abdoulaziz Konaté, d'avoir accepté l'invitation de Grand 7. C'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir renouvelé. Merci également à toute l'équipe technique qui s'est mobilisée encore ce dimanche pour assurer la production de cette émission. Emma Kenjisi à la caméra, Cédric Dintonet derrière du côté de la réalisation, Ousseini et tous ceux qui se sont mobilisés pour la production de ce programme. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, sans doute sous la supervision d'Audrey Melingui qui présentera cette autre édition du Grand 7. Je vous retrouverai très bientôt. Je vous dis à bientôt, chers téléspectateurs.